tous, bienvenue à Presque Santou, votre magazine d'actualité, une coproduction du journal de Kisantou et de la radio catholique de Kisantou. Je suis Magloire Mpembi et avec moi aujourd'hui pour commenter l'actualité de Kisantou et ses environs, Dorcas Lutumba. Dorcas, bonjour. Bonjour Magloire Mpembi, bonjour. Michel Lassa, bonjour. Bonjour Magloire. Et Eglan Bila, bonjour. Bonjour Magloire. Nous sommes le lundi 29 juin et Presque Santou est entièrement consacré à la Covid-19. Je rappelle que Presque Santou est disponible sur le site du journal de Kisantou à l'adresse suivante www.journaldekisantou.com et sur les ondes de la radio catholique de Kisantou, RCK. Si vous souhaitez nous contacter pour des suggestions, des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 089 629 33 30, 089 629 33 30 et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Encore une fois, bienvenue à tous. De l'anglais Coronavirus Disease, la COVID-19 est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus SARS-CoV-2. Paru à Wuhan en Chine en novembre 2019, la COVID-19 a été qualifiée de pandémie par l'OMS le 11 mars 2019. À l'heure actuelle, selon le site de l'université Johns Hopkins, 10 117 326 personnes ont été atteintes par la COVID-19 dans le monde. On compte aujourd'hui 501 281 décès, soit un taux de mortalité de 0,05%. La République démocratique du Congo n'a pas été épargnée par la maladie. Le bilan aujourd'hui est de 6 827 cas, dont 157 décès, soit un taux de mortalité de 0,023%. Quelle est la situation à Kisantou? Écoutez le docteur Mavouna, médecin-chef de zone de la zone de santé de Kisantou, la décrire dans cet élément. La situation Covid dans la zone de santé de Kisantou est telle que ce jour, nous enregistrons 6 cas de Covid, 6 cas confirmés de Covid. Ce week-end, nous venons d'enregistrer les 2 derniers cas de Covid qui ont été confirmés. C'est vrai qu'il y a des cas qui ont été importés des zones de santé voisines, mais nous avons fait des cas qui sont de la zone de santé. Les cas de personnes touchées, les 6 cas que nous avons à ce jour, 4 ont bien évolué et sont déjà sortis de l'hôpital, ont déjà terminé le traitement et nous avons déjà prélevé les examens, les contrôles. Nous attendons seulement les résultats pour les déclarer guéris. Mais à ce jour, ils sont traitement terminés. Et les deux derniers cas qu'on vient de confirmer sont des cas de décès. Il y a une dame qui était venue de Banzangou pour les soins à Kisantou, qui était en hospitalisation à Saint-Louis, chez qui nous avons suspecté la Covid et nous avons fait des prélèvements, envoyé des échantillons au laboratoire et pendant qu'on attendait les résultats, la dame était décédée. Et un monsieur qui nous a été amené référé de Mandimba, qui est arrivé aussi à l'hôpital, on a suspecté déjà à partir de Mandimba, il est arrivé à l'hôpital pour la prise en charge. Malheureusement, au bout de quelques heures, il avait succombé et chez celui-là, nous avons fait des prélèvements en post-mortem. Donc, voilà la situation des cas en cours. Donc, nous pouvons dire que au total, 4 évoluent bien et 2 étaient déjà décédés. Alors, nous allons faire un premier tour de table. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez les chiffres donnés par le docteur José Mavouna sur la situation de Kisantou? Bon, écoutez, quand j'entends ces chiffres, bon, ma première réaction, on n'est pas scientifique, hein. Je dis juste, que Dieu est grand, parce que Dieu est grand, ça me surprend, voilà, parce que je n'arrive pas à admettre que jusqu'en ces temps, ce chiffre soit si bas. Voilà un peu ma réaction sur ce chiffre de 6 cas contaminés. Bon, moi je dirais ceci. Par rapport à ces nombres de cas confirmés ici à Kisantou, je vois que l'évolution est bonne.
ces 6 personnes qui ont contacté le coronavirus, je ne sais pas, est-ce que ils n'ont pas de famille, est-ce que leurs familles ont été examinées, leurs proches, tout, je ne sais pas trop, mais en voyant ces chiffres, je vais dire que c'est bon, on évolue bien, vu qu'il n'y a pas vraiment de cas graves, donc je peux dire que nous sommes dans les bons. Donc on évolue bien ici à Kisonto. Moi, je dirais, je suis de même avis que M. Michel, sauf que je dirais, s'il faut encore essayer de continuer toujours de sensibiliser les habitants de Kisonto, parce que jusque-là, la pandémie existe encore. La pandémie est toujours là, sauf que la plupart des habitants, en entourage, je dirais même à 85% des habitants de Kisonto ne croient pas que cette maladie existe vraiment ici à Kisonto. Quand on leur dit qu'il y a quand même un nombre ici à Kisonto, par exemple, il y a déjà 6 cas ici à Kisonto, l'hôpital Saint-Luc, tellement que personne n'est au courant, et tout le monde ne le croit pas, et il continue toujours à faire comme si rien n'était. Tout le monde joue, tout le monde va où il veut, se comporte comme il veut, donc c'est vraiment déplorable, quoi. Et je préfère qu'on puisse encore trouver une solution qui pourra encore sensibiliser davantage les habitants de Kisonto. Nous allons revenir sur le constat des glandes par la suite, mais je voudrais poser une question à Michel Lassa. Vous avez l'air surpris par la faiblesse de ces chiffres. Est-ce que vous avez des raisons de penser que les chiffres auraient dû ou auraient pu être plus élevés que ce que nous rapportent les médecins chefs de zone? Bon, écoutez, en fait, je ne mets pas là un doute, mais seulement, je suis surpris. Alors, surpris pourquoi? Parce que, au vu de ce que j'observe dans la population, une population qui a relâché les mesures barrières, une population qui, aujourd'hui, on ne dirait pas qu'il sent tout qu'il y a un état d'urgence, qu'il y a confinement. Non, écoutez, tout le monde va dans ses occupations. On a perdu certaines habitudes qu'on avait au mois de mars, avril et début mai. Écoutez, aujourd'hui, moi, ça me surprend que dès qu'il y a eu le premier cas signalé à l'hôpital Saint-Luc de Kisonto, au vu du relâchement de mesures barrières, je me suis dit ça allait avoir une propagation un peu plus rapide. Mais bon, c'est comme ça que j'ai dit à un moment donné, Dieu est bon, parce que en fait, je ne sais pas par quel mécanisme il se fait que ces gens ne contaminent pas d'autres. Parce que il faudrait bien qu'on observe également que les cas qui ont été confirmés, on devrait approcher leur famille, leur environnement immédiat, pour essayer de dépister tout ce monde-là et voir si parmi nous qui sommes restés qui ne sont pas dans l'isolement, si nous sommes dans l'environnement immédiat des personnes confirmées, est-ce que nous ne sommes pas malades? Donc c'est là où mon inquiétude est plus grave, parce qu'il devait avoir un recensement de l'environnement immédiat des personnes contaminées, mais également des échantillons en cours, ce qui générerait des échantillons en cours d'examen. Voilà. Puisque vous abordez la problématique du comportement de la population, je vais vous faire écouter un autre extrait du docteur Mavuna sur l'attitude de la population. À ce jour, la population n'adhère pas aux mesures mises en place. Au début, la population avait vraiment compris les messages, avait adhéré, mais après, il y a eu des sensibilisations dans les réseaux sociaux qui ont eu à tronquer le mental de la population, et la population a même à un moment abandonné toutes les mesures qu'on a édictées de prévention, de protection, les ports de masques, même surtout les ports de masques, et la distanciation a été négligée par la population. Apparemment, votre constat est partagé par le médecin chef des zones
Est-ce que vous avez une explication de la cause de ce relâchement de la population dans l'observation des mesures de protection contre la COVID-19? À ces propos, quelque part, je ne condamne pas aussi la population. Par contre, je pourrais encore condamner les autorités par rapport à ce que nous voyons déjà un peu partout, dans des hôpitaux. S'il faut sortir de notre contrée, par exemple, à Kinshasa, partout, où nous voyons dans les réseaux sociaux les gens qui réclament que ils ne sont pas contaminés, leur famille, parfois il y a eu des morts, ces gens-là qui sont morts, ils ne sont pas morts du coronavirus, et parfois il y a une maman qui va à l'hôpital avec sa fille qui a un autre problème, déjà les médecins ne les reçoivent pas, et après la fille meurt sous le bras de sa maman, et après on prend les corps, on va expliquer après que voilà, nous avons fait des examens, votre fille est morte du coronavirus. Et tout ça, ça met aussi en doute tout ce que nous avons entendu avant sur le coronavirus. Donc, les autorités doivent aussi être honnêtes, doivent aussi être dans la transparence, vivre dans nous donner des chiffres exacts, nous dire exactement ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui est mort du coronavirus, on dit clairement qu'il est mort du coronavirus. Au cas contraire, on nous dit simplement que la personne n'est pas morte du coronavirus. Nous avons tous suivi des vidéos un peu par-ci par-là qui montrent parfois des gens à l'hôpital qui demandent la nourriture au lieu de demander des soins médicaux. Une personne qui est en bonne santé, on est en train de lui filmer, en train de réclamer la nourriture par rapport à ces pandémies, au lieu de réclamer les soins, au lieu de réclamer autre chose. Donc, quelque part, nous voyons aussi que on est tellement... on commence à se méfier, quoi. On commence à se méfier par rapport à tout ça. Donc, je crois que la population, quelque part, a aussi besoin d'éclaircissement. La population a aussi besoin des dirigeants qui sont un peu honnêtes, quoi. Des dirigeants qui sont transparents. Ça pourra encore nous aider davantage pour ne pas avoir encore d'autres cas, pour ne pas augmenter les chiffres, quoi. Bon, écoutez, on dit toujours tout passe, tout lasse et puis tout casse. C'est-à-dire, l'état d'urgence a été déclenché en mars, autour du 20 au 25 au 28 mars, et la population s'est mise en garde. Les sensibilisations s'en est suivies. En tout cas, qui s'entourent, on sentait vraiment que les gens restaient chez eux à la maison. Quelque peu, on voyait des gens sortir dans la rue, aller acheter de quoi, puis rentrer. Et puis, tout un mois s'est écoulé. Nous sommes en avril maintenant. Avril s'est écoulé. Il y a des avis partagés sur la maladie. Beaucoup de jeunes n'y croient pas. Et comme a dit le docteur Mavuna, le médecin-chef des zones, les réseaux sociaux qui sont tous trop près de Kinshasa, tout ce qui se dit à Kinshasa est suivi à la radio, à la télé, le mécontentement des gens d'écouter, tout ça sont des raisons qui ont fait que, bon, un mois et demi après, il n'y a pas de cas signalés à Kisantou. Fin mai, les gens croient que c'est une maladie qui n'est pas réelle, qui n'est pas avec nous. Bon, les gens ont pris l'habitude de reprendre leurs habitudes. Donc, plus de lavage de mains, pas des cachinés, ainsi de suite. Tous ces éléments ont fait qu'il y a eu une influence de la ville de Kinshasa comme toujours, mais également des réseaux sociaux, comme dit le médecin-chef des zones, mais aussi cet esprit un peu traditionnel et spiritus traditionnel, j'allais dire, qui fait croire au Bakongo qu'ils sont couverts par une main visible de Nzambi Mpungu Tulendo. Voilà. Bon, moi, j'ajouterais ceci, de l'apparition de cas ici au Congo central, je n'étais pas surprise parce que
voyant notre frontière, il n'y avait pas vraiment un sérieux un contrôle sur le plan des contrôles. Il y avait vraiment de passage, donc sans contrôle. Donc, je n'étais pas surprise de voir qu'il y a des cas au Congo central. Mais ce qui m'a un peu motivé, c'est voir que ici, à Kisontou, il y a un peu de personnes contaminées. Mais voyons que pendant ces temps d'état d'urgence, il n'y a pas vraiment de mesures barrières vraiment respectées, parce que le gouverneur avait déjà lancé que le port de masque est obligatoire, mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ici, à Kisontou, il n'y a pas vraiment de gens qui portent vraiment le masque, et voire même la police eux-mêmes, il y a d'autres agents qui ne portent pas vraiment le masque. Et vous allez voir sur la moto, vous allez voir aussi de policiers qui sont à 2-3 sur la moto, alors que eux-mêmes n'autorisent pas que la population soit à 2 ou 3 sur la moto. Donc c'est vraiment de cas vraiment à déplorer, de voir que ces principes ne sont pas vraiment respectés. Il n'y a pas vraiment de port de masque, il n'y a pas vraiment de lavage de mains régulier, parce que quand Kinshasa a été touché, on s'entendait vraiment que ici au Congo central, ça ne tardera pas, parce que vu la proximité qui existe entre Congo central et Kinshasa, donc on avait vraiment peur. Et voyons le dispositif que notre gouvernement provincial avait pris, donc on avait vraiment on avait vraiment peur, hein, donc on voulait vraiment respecter. Et par rapport à les on-dit et le rumeur qui circulait à Kiné ici, et la population a lâché ces mesures-là, ces mesures barrières de porter le masque. En tout cas, ça ne s'est fait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de lavage de mains. Il n'y a rien qui s'est fait jusque-là. Donc, voir que jusqu'à présent, il y a 6 cas ici à Kisontou, ça m'étonne aussi. Donc, je ne crois pas il n'existe que 6 cas. Donc, il faut que le docteur médecin chef de zone nous dise aussi, est-ce qu'il y a des échantillons qui sont encore en cours, qui attendent d'être examinés, comme on fait à Kinshasa. Il y a aussi des échantillons, mais ici, le docteur n'a pas cité le nombre d'échantillons qui sont encore en cours d'examination. À entendre votre constat, la population ne respecte pas les mesures qu'il faut pour contrecarrer l'expansion de l'épidémie. Je voudrais vous faire écouter un autre extrait, un troisième du docteur Mavuna, qui explique un peu quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour arrêter l'épidémie, pour limiter l'expansion de l'épidémie. On l'écoute. Dès l'annonce de la pandémie, dès le début de l'état d'urgence, la zone de santé a constitué un comité de crise piloté par l'administrateur du territoire de Madimba, et nous avons institué des commissions qui fonctionnent déjà, et nous avons amorcé des actions, et avant les cas, nous étions dans la phase préparatoire et la phase préventive, où il fallait sensibiliser. Donc nous avons amorcé des activités de prévention, entre autres la sensibilisation, l'éducation de la communauté, par des émissions radiophoniques, par la diffusion des pliants, des messages clés, et même des séances de causerie éducative et des visites à domicile. Et là, nous avons sensibilisé la population au respect des mesures de barrière, aux mesures de distanciation, du lavage des mains, des ports de masques, et toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé ont été transmises et communiquées à la communauté. Donc, par rapport à la prévention, c'est un certain nombre d'actions qui ont été réalisées dans les mesures de possibles de nos moyens. Nous avons aussi été appuyés par certains leaders politiques qui ont amené dans nos communautés des dispositifs de lavage des mains dans certains carrefours et structures où la population pouvait laver les mains. Donc, un certain nombre de mesures préventives a été déjà édictées et mises en pratique dans nos communautés. On va faire un autre tour de table. Est-ce que, à votre avis, vous pensez que ces mesures prises par les autorités étaient suffisantes, ou peut-être qu'il y avait mieux à faire que ce que nous avons eu jusque-là?
ces mesures ne sont pas suffisantes. Moi, je dirais que il faut renforcer encore les mesures parce que maintenant, il y a des cas au Congo central. Ce n'est pas question d'avoir de mesures préventives, mais il faut maintenant renforcer les mesures barrières et surtout isoler le malade parce que la toute première personne qui était contaminée faisait des sorties, il sortait pour chercher quoi acheter, il s'est promené pendant que il était contaminé. Donc, c'est question d'isoler les malades. Est-ce que ce malade-là a un endroit où il peut être isolé ici à Kisonto? Je ne sais pas, entre guillemets. Donc, il faut chercher à isoler le malade pour éviter que d'autres personnes soient contaminées. Donc, il faut renforcer les mesures pour éviter que d'autres personnes soient contaminées. Donc, je dirais donc ça. Donc, il faut renforcer les mesures pour éviter la chaîne de contamination. Donc, isoler le malade d'autres personnes saines pour éviter la propagation. Les mesures, moi je dirais ce n'est pas encore suffisant parce que déjà ce qui inquiète beaucoup plus la population, ce n'est pas ces mesures qu'on a déjà prises. S'il faut renforcer encore davantage, je préfère. Et aussi, j'insiste encore sur le point de la transparence, sur le point de l'honnêteté. Nos autorités, parfois, je trouve que ne sont pas vraiment très honnêtes. Excusez-moi si j'ai mal parlé, mais en tout cas, c'est le constat que je fais. Parce que tout ça, ça fait peur. On trouve quelqu'un qui est un peu malade, qui n'est pas vraiment en bonne santé. On lui demande d'aller faire des examens à l'hôpital et il dit, bon, j'ai peur qu'on puisse me dire que j'ai le corona, alors que c'est juste, j'ai mal à la tête, j'ai juste de la fièvre. Mais aller quand même faire des examens, tout le monde a peur. Exemple, je dirais, il y a quelqu'un qui venait de Boma, qui allait à Kinshasa. En route, il a fait de fortes fièvres. Aller faire des examens, il a peur, il dit, bon, si je vais à l'hôpital, on va me dire que bon, voilà, j'ai coronavirus. Si il fallait insister pour le ramener à la raison pour aller faire des examens, il est allé quand même faire des examens et puis on a dit, bon, ce sont des fortes fièvres, mais il n'a pas corona, bon, il faut encore approfondir des examens. Il a dû quitter l'hôpital sans l'autorisation des médecins. Il est parti comme ça. Et on lui cherche, il n'était même plus là. Il ne voulait même plus entendre que voilà étaient les résultats. Donc tout ça, c'est parce que on entend parler partout que ces autorités cherchent des moyens pour augmenter le nombre de cas. Je ne sais pas pour quelle raison, pour quel motif, pour quel intérêt. Donc tout ça, ça fait peur. Il faut surtout que les autorités soient honnêtes, soient transparents. Ça pourra encore nous aider davantage. Et aussi renforcer les barrières, les barrières, quoi, de renforcer les moyens qui peuvent encore nous aider à éviter que cette maladie puisse continuer, puisse encore amener encore d'autres cas. À mon avis, je dirais que les mesures prises par l'autorité suprême au départ étaient de confiner les gens et d'utiliser les gestes barrières, c'est-à-dire lavage de mains et puis port de masque. Bon, il faut se dire qu'au départ, le port de masque, jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème. C'est pas tout le monde qui a accès au masque, ce qui pose déjà une difficulté par rapport à cet aspect. Mais sur le plan local, avec le comité local des surveillances et des ripostes des Madimba ici, moi je crois qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, en tout cas, c'est sensibiliser. Et on a vu, comme le docteur l'a dit, des hommes politiques sont venus à les rescousses pour apporter qui des lave-mains, qui des cache-nez. Et puis dans les médias, le message passe et continue à passer. Il y a des spots
publicitaires là-dessus, fait des sensibilisations là-dessus. Moi, je crois que ce qu'ils font déjà est très nécessaire. Mais par contre, le relâchement, d'où vient-il? C'est ça, en fait, la vraie question. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a vraiment un relâchement? Oui, parce qu'on ne voit plus de gens avec de masques, c'est presque rare. Mais il faut observer d'abord, je pars d'une analyse, d'observer les 6 cas confirmés de Covid à Kisanto. Le docteur, médecin-chef de zone, nous dit qu'il y a 4 cas endogènes guéris, mais vous verrez que dans ces 4 cas, il y a 3 qui sont venus d'ailleurs. Il y a un qui est venu de Mbanza-Ngungu, le tout premier cas, un deuxième qui est venu de Kinshasa, une demoiselle, et un troisième cas qui est venu toujours de Mbanza-Ngungu, mais travaillant à Kulungongo ou à local, quelque chose de comme ça, et un seul cas d'un résident de Kisanto. Donc, par rapport à ces éléments, et puis j'ajoute encore les 2 derniers cas qui viennent de recevoir, qui sont, a-t-il dit, de Madimba et de Mbanza-Ngungu encore. Donc, vous voyez que quand j'analyse le comportement du Kisantois, je me dis, ben, il se protège bien. Il se protège bien, c'est qu'il a compris les différentes mesures de sensibilisation. Mais par ailleurs, on ne le sent pas dans le rue. Le confinement, ben, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qui fait que les natifs, les résidents, jusque-là, on n'a qu'un seul cas. Bon, c'est peut-être aussi le simple fait qu'une fois il y a un cas détecté, il est vite isolé. Parce que déjà, à l'hôpital Saint-Luc, on a pris un dispositif d'un bâtiment qui reçoit ces genres de cas suspects en quarantaine. Au début, c'était à la clinique, le malade avait son accès, comme a dit Dorcas, c'était un peu difficile. Mais alors, vous voyez que de là, je pourrais dire que ces relâchements viennent tout simplement de l'insouciance. Les gens se disent que localement, on n'a pas de cas de virus. Les cas que nous avons viennent d'ailleurs. Et une fois ils arrivent, ils sont isolés, donc il n'y a pas de contact avec la population. Mais d'autre part, je pouvais dire également que, on l'avait déjà dit, l'influence des débats contradictoires de Kinshasa joue aussi sur ces relâchements. Mais également, il y a une crise de confiance aux gouvernants. Ça, il faut se le dire. Aujourd'hui, le Congolais en général, et le peuple Congo et les Kisantois en particulier, ben, ne croient plus à ce que disent les hommes politiques. Depuis cette histoire de débats sur les cas de Covid à Kinshasa qu'on ne voit pas, des malades qu'on ne visite, qu'on ne voit pas, on ne sent pas vraiment qu'il y a vraiment des cas qui sont touchés. Mais je crois que les gens auraient souhaité qu'il y ait des contaminations en masse, qu'il y ait des décès comme des décès en masse pour se dire, enfin, la maladie est venue, maintenant elle vient d'arriver. Mais également avec l'inquiétude sur les informations, la crise de confiance auprès des Occidentaux qui ont voulu à un moment donné lancer un vaccin, un test sur le Congo, eh bien ça a rendu les gens sceptiques. Et bon, écoutez, aujourd'hui, je dirais que tous ces éléments ont contribué pour que les gens n'y croient plus trop, bon, ils relâchent. Mais ce qui sauve, c'est que les gens sont conscients quand même. Moi, je pense qu'ils sont conscients. Mais dans leur conscience qu'il y a la maladie existe, il y a un peu cette couverture para-traditionnelle ou para-religieuse qui fait croire que, bon, écoutez, on est protégé, c'est la terre de Mfumukimbangu, c'est la terre de Kimpavita, écoutez, bon, et puis rien ne se fait, on n'est pas contaminé localement. Voilà, donc je crois que tous ces éléments contribuent à la lecture de cette population, et pour aller à persuader cette population, évidemment, il y a nécessité
de renforcer des émissions, de renforcer des caravanes, de renforcer de la vulgarisation au niveau de l'équipe de riposte locale. Bon, moi, j'ajouterais ceci pour l'intérêt de la population. Le gouverneur avait instruit le port de masque obligatoire. Celui qui ne va pas le porter, il y a une amende à payer. Donc, j'aurais souhaité savoir aussi, on doit payer l'amende au cas où on ne respecte pas le port de masque obligatoire. Mais où peut-on le payer? Parce que vous allez voir un policier vous appréhender en cours de route que vous n'avez pas porté le masque, tout vous devez payer l'amende. Et pourtant, vous n'allez même pas arriver au poste de la police pour le payer, pour le faire, mais c'est en cours de route. Donc, ça dérange aussi. Donc, on n'a pas confiance totalement aussi aux agents de l'ordre parce que on ne sait pas où peut-on payer cette amende. Donc, il faut éclaircir les choses pour voir que lorsque je n'ai pas porté le masque, je me rends à lorsqu'on m'appréhende, je me rends à tel endroit pour payer l'amende et j'ai l'assurance, donc on peut dire la quittance qui signifie que non, je payais l'amende parce que. Mais lorsque vous allez appréhender un policier qui vous demande l'amende en cours de route et prend cet argent, le met dans sa poche, alors vous voyez, ça pose un désordre total. Donc c'est ça aussi de petites choses qui créent un peu de confusion dans la tête de la population, et la population voit que les policiers sont là que pour faire leur corona business. C'est ce qu'on le dit, c'est ce qu'on la population se dit souvent. Donc ça devient comme business. Donc chacun est là pour prendre un petit rien pour mettre dans sa poche, comme c'est fait aux barrières de Kinshasa, Congo central. C'est comme ça. Donc ce sont de petites choses qui diminuent encore la confiance de la population envers le gouvernement. Donc c'est un peu ça. Il faut que notre gouvernement essaye de corriger un peu là pour voir où peut-on payer l'amende au cas où on ne porte pas le masque. Donc il faut que le gouvernement voie ces choses-là. Il y a des choses à changer dans le comportement des uns et des autres. Il y a un travail à faire de la part des autorités pour regagner la confiance de la population. Je voudrais qu'on aborde un autre aspect, si vous le permettez. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les gens ont peur de se rendre à l'hôpital. Ils n'ont pas envie d'entendre qu'ils ont le diagnostic de coronavirus. Qu'est-ce que les gens font actuellement pour se soigner quand ils sont malades? Actuellement, les gens se procurent des produits genre Confo. Confo, c'est un produit pharmaceutique dans une petite bouteille que les gens utilisent pour appliquer dans le corps ou dans les narines, ou encore mettre quelques gouttelettes dans la tasse de thé pour boire. Ça soulage, ça aide aussi beaucoup. Et quand on a par exemple le mal de tête, on l'applique. Quand on a la toux, on le met dans la gorge ou encore dans les narines, tout ça. Ce sont des produits qui se vendent encore un peu plus, quoi. Et aussi des plantes. Il y a ceux qui utilisent des plantes, et ceux qui utilisent l'ail. Donc les gens sont encore plus confiants dans des produits naturels que d'aller à l'hôpital. Et tout ça, il y a aussi des inconvénients dans tout ça. Quand on ne sait pas vraiment respecter les normes, il y a des inconvénients, mais bon, on n'a pas de choix. S'il ne faut pas faire confiance aux autorités, bon, on essaie un peu de faire de notre mieux pour essayer un peu de s'en sortir, quoi. Mais heureusement, dit grand, il n'y a pas vraiment des cas. Il n'y a pas vraiment assez de gens qui sont contaminés dans ces virus dans la cité. Bon, je ne sais pas, mais bon, on essaie un peu de vivre avec, quoi.
ces gens ont peur de se rendre au centre parce que ils croient que le coronavirus est une maladie vraiment honteuse plutôt. Donc ils ont peur de se rendre au centre, de peur qu'on leur dire qu'ils ont le coronavirus. Donc ils procèdent par l'automédication, c'est-à-dire ils prennent les paracétamol eux-mêmes au cas de fièvre, et ils pratiquent le médicament traditionnel, je dirais comme signaler dans le plante là, je ne sais pas le nom précisément. Donc il le fait chauffer l'eau chaude et puis c'est fait l'inhalation. Donc c'est un peu ça, et fait de sorte donc il prend de thé là à base de cinda ou quoi que ce soit pour se soigner. Donc pour eux il peut être guéri de façon traditionnelle avec de médicaments traditionnels. Donc ils ont peur de se rendre, de peur qu'il soit en quarantaine, ils soient isolés, ils soient tout ça. Donc ils pratiquent l'automédication eux-mêmes et fait de la pratique traditionnelle leur moyen de guérison. Donc c'est un peu ça, c'est que les gens font pour être soignés de leur maladie. À la question comment les gens font pour se faire soigner, je commencerai par comment ils font pour se faire soigner de quoi? De la malaria, de n'importe quelle pathologie, ou de la Covid. Bon, écoutez, généralement, quand les gens sont malades, vous savez, dans les habitudes chez nous ici, ils commencent par gérer la situation à la maison pour voir si c'est vraiment une maladie ou une petite fièvre qui va passer. Et généralement, les gens continuent cette habitude-là. Quand on a un peu de fièvre, certainement, il y a aussi l'automédication qui intervient. Comme a dit mes deux prédécesseurs, la crainte d'aller à l'hôpital, d'être détecté, à tort ou à raison, pose problème, parce que l'isolement, c'est pas, tout le monde n'aime pas qu'on le prive de sa liberté. Mais écoutez, il faudrait aussi qu'on dise vrai, hein. La Covid fait peur. Personne ne voudrait bien aller pour aller entendre qu'il a la Covid. Bon, ce qui fait d'emblée que lorsqu'on est malade et que ça devient sérieux, les gens finissent par aller à l'hôpital. Mais lorsqu'ils vont à l'hôpital, il faudrait que l'hôpital soit à mesure d'apaiser le malade en lui donnant un diagnostic, un résultat probant. Mais bon, écoutez, les gens ont peur d'aller à l'hôpital parce que ils se disent, s'ils vont avec une fièvre, on va seulement dire la Covid. Et pourtant, c'est pas ce qui s'est fait à l'hôpital. À l'hôpital, le service d'urgence reçoit les malades et puis ils posent les diagnostics. Et c'est seulement lorsqu'ils voient des signes probants pour la Covid qu'ils font les prélèvements, les examens, les échantillons qu'ils envoient à Kinshasa. Je dirais, les gens vont à l'hôpital quand ils tombent malades, ou sinon quand ils deviennent sérieux, ils finissent par aller à l'hôpital. En vous basant sur ce que vous observez autour de vous, est-ce que vous avez l'impression que les tradipraticiens sont de plus en plus consultés? Les tradipraticiens, jusque-là, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui se dirige vers les tradipraticiens. Mais je dirais, nous avons déjà entendu parler des systèmes immunitaires. On nous a parlé du système immunitaire, de renforcer nos systèmes immunitaires avec toutes les explications de ce qu'on peut prendre, de ce qu'on ne peut pas prendre beaucoup d'eau, par exemple ail, les tisanes comme le boulokoutou, le sinda et tout. Tout ça, ce sont des éléments que les gens s'en procurent davantage actuellement. Et c'est avec ça que les habitants essaient un peu d'utiliser pour garder la forme, pour rester toujours en bonne santé. Et quand on sent qu'on est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, on essaye de faire notre mieux, de prendre des produits naturels qu'on connaît déjà,
depuis pour essayer un peu de se faire soigner à la maison. Bon, il y a quand même ceux qui vont à l'hôpital, mais pas vraiment comme d'habitude. En tout cas, même pour aller à l'hôpital, il faut insister. Il faut insister pour que quelqu'un puisse se diriger à l'hôpital pour se faire soigner. La population fait plus confiance aux tradipraticiens qu'aux médecins. Parce que vu que cette maladie n'a pas de vaccin, n'a pas de traitement curatif, ils pensent que avec le tradipraticien, ce mécanisme-là donc guérit totalement. Donc et il y a des témoignages de bouche à bouche qui fait gagner la confiance de la population par rapport au traitement des tradipraticiens. Donc par rapport à ça, la population fait plus confiance aux tradipraticiens qu'aux médecins. Donc ils préfèrent ne pas aller à l'hôpital, mais exécuter ce que les tradipraticiens leur disent. Bon, il faut dire que les habitudes de la population à Kisantu n'ont pas changé. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui se donnent à l'automédication, mais comme aussi il y en a qui qui recourent aux tradipraticiens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une expansion de demandes ou de recours aux tradipraticiens? Bon, je ne sais pas le dire parce que je vais pas mener une enquête là-dessus, mais je pourrais plutôt aborder la question autrement. C'est que je ne parlerai pas si la population s'adonne beaucoup aux tradipraticiens, mais je dis est-ce que la population s'adonne aux méthodes ou pratiques traditionnelles pour prévenir la Covid. Bon, là je dirais oui, parce que comme a dit Eglade tout à l'heure, pour booster le système immunitaire, bon, écoutez, les gens développent tout ce qui est possible dans leur environnement pour lutter contre la grippe, contre le palu. Surtout que l'on a toujours dit que l'hydrochloroquine était le médicament à utiliser. Bon, écoutez, les gens se disent donc tout ce qui attaque la malaria peut être aussi bien pour booster le système immunitaire. Donc c'est comme ça que la population recourt à tous ces éléments que Eglade a cités tout à l'heure, évidemment, et ça permet, il y a même l'artémisia qui est déjà utilisé ici. Je vois des gens s'en procurer pour prendre son infusion. Et donc voilà, les pratiques traditionnelles de résistance contre la grippe, contre le palu, sont utilisées dans les milieux. L'heure avance. Une dernière question avant de nous séparer. On a très peu de cas de Covid-19 jusque-là à Kisantu. On en a rapporté 6. Est-ce que vous pensez que l'hôpital Saint-Luc de Kisantu est capable de faire face à une situation où on aurait une explosion des cas de Covid-19? Est-ce que cet hôpital a les moyens? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider l'hôpital à faire face à une explosion de l'épidémie que nous ne souhaitons pas, bien évidemment? Personnellement, depuis un moment, je ne suis pas allé à l'hôpital Saint-Luc, donc je ne saurais pas vraiment dire si l'hôpital sera capable d'encaisser ou de prendre en charge plusieurs personnes ou plusieurs cas en même temps si jamais les cas augmentaient. Mais au moins, je dirais seulement qu'on puisse aider la population à se protéger, aider la population à comprendre réellement ce qui se passe pour ne pas arriver à ces points-là où on aura encore plus de cas. Les six cas qu'on a déjà, j'ai pris
de bon Dieu que ça reste comme ça, que ces gens-là, comme ils sont déjà guéris, et ceux qui sont encore là, qu'ils puissent sortir de là sains et saufs, et que ces problèmes puissent rester encore là jusque-là, que la population soit consciente de ce qui se passe réellement. Et aussi, je dirais que les autorités de l'hôpital ou les autorités du Congo central puissent prendre vraiment en charge, puissent prendre tout ceci au sérieux, qu'ils ne regardent pas d'abord l'argent, mais qu'ils regardent d'abord la population, qu'ils prennent soin de cette population, qu'ils puissent dire réellement ce qui se passe, qu'ils puissent donner encore plus d'informations possibles, qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient transparents, qu'on puisse quand même dire réellement ce qui se passe vraiment, afin que la population puisse avoir connaissance de tout ce qui se passe, puis que la population puisse se prendre en charge réellement, pour que la population puisse se protéger aussi de cette pandémie. Bon, en ce qui concerne l'hôpital Saint-Luc, il faut que l'hôpital d'abord soit doté de matériel, parce que les corps soignants aussi risquent aussi leur vie en traitant le malade. Donc il faut vraiment renforcer l'hôpital de matériel, parce que il n'y a pas vraiment assez de matériel pour prévenir au cas où il y aura un bon nombre de cas de coronavirus. Et puis, ajouter aussi le place d'isolement s'il existe déjà. Et s'il n'existe pas, il faut avoir un espace là pour l'isolement. Et donc l'hôpital doit être doté de matériel de traitement, de matériel pour au cas où il y a des cas aussi, des cas qui s'aggravent aussi, parce que dans cette pandémie, les personnes âgées qui ont déjà de malades ont vraiment de difficultés à résister face à ces virus. Donc il faut beaucoup de matériel, renforcer l'hôpital, et puis protéger aussi les corps soignants pour ne pas que eux aussi contractent cette maladie, cette pandémie. Donc c'est un peu ça, donc question de renforcer l'hôpital et de chercher encore d'autres espaces ici qui sont pour l'isolement, pour isoler les malades plutôt, et isoler vraiment. Donc quand on dit isoler le malade, ce n'est pas leur laisser se promener puis rentrer comme s'il était juste hospitalisé d'une autre maladie qui n'est pas contagieuse. Donc il faut vraiment les isoler. Et aussi ceux-là qui seront isolés, il faut prévenir leur nourriture, leurs moyens, tout, donc qu'ils ne manquent de rien, surtout le médicament pour leur traitement, et surtout ça. Donc l'hôpital en a vraiment besoin. S'il n'y a pas, donc ça sera vraiment un très grand problème pour l'hôpital de façon de gérer le malade et de soigner aussi le malade. Donc le problème, c'est juste ça. Je pense que le point modal dans tout ça, c'est la confiance. La population n'a plus confiance aux autorités. La population n'a plus confiance à l'hôpital, surtout avec toutes ces informations qu'on a entendues sur l'OMS qui cherche à augmenter les chiffres ici en Afrique, qui cherche à déstabiliser l'Afrique. La population n'a plus vraiment confiance et cherche à se retirer, à rester dans son coin. La population ne se donne plus vraiment aux autorités ni à l'hôpital. C'est parce que la confiance n'est plus. Et cette manque de confiance, c'est dû à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on entend parler, à tout ce qu'on voit dans des réseaux sociaux et partout. Et tout ça, ça déstabilise aussi la situation. Donc, ça risque d'accroître encore davantage
le nombre ou les chiffres des cas ici à Kisantu. Donc, je crois que les autorités doivent faire en sorte doivent faire en sorte de regagner encore la confiance de la population en leur donnant plus de précisions, en leur donnant encore plus d'éclaircissements. Merci Magloire. Écoutez, si jamais il y a un boom, je dirais que ce serait catastrophique, hein. Parce que bon an, mal an, l'hôpital général de référence Saint-Luc de Kisantu, s'est préparé à sa manière pour pouvoir faire face à cette pandémie, mais pas de façon significative, c'est-à-dire pas de façon suffisante. C'est vrai, aujourd'hui, quand vous allez, les urgences, aux urgences, on a prévu un mécanisme de sélection quand ils reçoivent les malades. Dès le départ, on pose un diagnostic. S'il y a un mouvement suspect, déjà d'emblée, avant même de recevoir le malade, toute l'équipe d'urgence est protégée avec des tenues, masques, tout ça et gants. Mais il y a un service spécifié au cas où il y a suspicion aux urgences qu'on reçoit le malade suspect. Mais également, là-dedans, il y a un équipement, c'est-à-dire une tenue spéciale pour les épidémiologues. Bon, écoutez, ils peuvent faire les diagnostics. Les laboratoires, les techniciens des laboratoires ont reçu aussi des instructions spécifiques. Dans ces cas, ils viennent prélever des signes, ils viennent prélever les éléments pour préparer les examens qu'on envoie à Kinshasa à l'INRB. Évidemment, comme a dit aussi les autres collègues, il y a bien entendu un pavillon qu'on a laissé pour ce genre pour l'isolement, c'est-à-dire des cas suspects, jusqu'à l'arrivée des résultats et puis mise en quarantaine pour le traitement au cas où il s'avérait que le résultat est positif. Voilà donc un minimum de matériel. Et puis une petite formation en passant rapidement a été donnée aux personnes qui sont dans ce circuit, c'est-à-dire les infirmiers et les médecins. Mais ça ne suffit pas, heureusement que nous restons dans les cas de 6 malades, cas reçus. Mais si jamais on commençait à recevoir, à avoir une expansion, ce serait très dangereux, parce qu'il faut se dire, il n'y a pas un personnel suffisant pour la prise en charge, parce qu'aujourd'hui, le même personnel qui s'occupe des cas Covid à l'hôpital, il soigne aussi d'autres malades. Donc, ce qui ne serait pas normal en principe. Et aujourd'hui, on peut le tolérer parce qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de malades. Mais en cas d'une expansion, en cas d'un boom épidémiologique, ce serait dangereux. Moi, mon souhait serait qu'on isole de l'hôpital des autres malades la quarantaine. Elle devait être pas dans le même couloir que les autres. Voilà, donc il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas prises. Mais bon, qui devait les prendre? La pauvre comité de gestion de l'hôpital, n'a pas de moyens pour ça. En principe, le gouvernement devait venir en aide, en appui aux établissements dès qu'il y a un cas signalé, ou même avant. Ça devait même être avant parce que ce sont des hôpitaux de référence. Vous comprenez, par exemple, le docteur médecin-chef de zone vient de nous dire tout à l'heure qu'ils ont reçu un cas venant de Mbanzangungu et puis qu'on a hospitalisé ici. Mais cette personne, en arrivant ici, l'hôpital, je ne sais pas s'il venait d'un hôpital à Mbanzangungu ou pas, mais on ne savait pas qu'il était qu'il portait le virus, le Covid.
Alors, c'est ici qu'on l'a détecté, qu'on a suspecté, et puis finalement, il a été mis en quarantaine. Mais cette personne a voyagé dans des taxis avec d'autres, donc on ne sait pas maîtriser ce genre de choses. Dans des lieux comme Banzangungu, où il y a un hôpital de référence, en principe, il devait y avoir, on ne devait pas laisser des malades quitter ce secteur, cette zone de santé, vers une autre. On devait prendre des dispositions. Ce genre de malades devait être détecté, dépisté là-bas et mis en quarantaine là-bas. Le fait déjà de les laisser venir jusqu'ici, c'est déjà un risque. Donc voilà déjà là un hôpital qui n'est pas nos hôpitaux, j'allais dire en général, même l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, n'est pas encore prêt à recevoir un boom de cette pandémie. Ce serait très dangereux. Donc, c'est comme ça, quelque part, je disais au début de cette émission, Dieu est bon. Dieu est bon et nous n'espérons pas, en tout cas, que cette pandémie, son expansion prenne de l'envol dans notre milieu parce que on va mourir en masse ici. Donc, en bref, je dirais, l'hôpital ne s'est pas encore préparé et le gouvernement, malheureusement, non plus, n'intervient pas parce que même au niveau de l'exécutif provincial, ils ont des difficultés pour couvrir la prise en charge de cette pandémie. On a dit que nous sommes dans le Bas-Congo, dans le Congo central, à 309 cas confirmés. Mais l'exécutif provincial n'a encore reçu rien comme assistance, comme appui du gouvernement central. J'ai entendu autrement le ministre provincial de la Santé se plaindre là-dessus également. Donc voilà, moi je crois que la République ne s'est jamais assez bien préparée dans l'ensemble à faire face à cette Covid et moins encore l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Presse Kisantu, le magazine débat de l'actualité de Kisantu et ses environs avec la rédaction du journal de Kisantu. Cette émission est disponible sur le site www.journaldekisantu.com et sur les ondes de la radio catholique de Kisantu RCK. Je voudrais passer la parole à Michel Lassa, président de la Société des Amis du Journal de Kisantu, pour un message à l'endroit de nos éventuels souscripteurs. Merci beaucoup, Magloire. Bon, écoutez, nous réitérons notre appel à la population de Kisantu, du Congo central, sur l'existence de cet organe de presse écrite en ligne, qui est le journal de Kisantu, qui a vocation de vous informer sur Kisantu et les environs, donc le Congo central en général, sur les événements, les informations et les faits, tout ce qui se passe à Kisantu. Donc, pour réaliser cette mission, l'équipe de la rédaction du journal de Kisantu a besoin de la participation de tout le monde parce que c'est une œuvre communautaire que nous réalisons à travers le média. Et nous invitons donc tous ceux qui veulent venir nous appuyer pour nous aider à puiser l'information à la source, à nous rendre dans des milieux de Kisantu et de son environ, dans tout le territoire du Madimba, Kasangulu, même à Matadi, Mbadzangungu et surtout beaucoup plus les informations qui sont les nôtres dans Lukaya, de venir nous rejoindre, évidemment. Il y a des bons de souscription que nous émettons en ligne sur notre site qui est www.journaldekisantu.com, mais également il y a des bons de souscription en dur que vous pouvez trouver à la RCK et que vous pouvez trouver
aussi au bureau, chez moi. Donc, à partir des numéros que je vais vous donner, le 085 252 47 47, je l'ai dit autrement, 08 52 52 47 47. À travers ce numéro de contact, vous pouvez nous atteindre et avoir le bon de souscription, le formulaire de souscription, qui pourrait faire de vous un membre de la Société des Amis du Journal de Kisantu. Et comme tel, vous pouvez participer dans notre groupe WhatsApp, qui est un groupe de discussion, mais qui est aussi un groupe d'information sur tout ce qui se passe au sein de la communauté des amis du journal de Kisantu. Aussi, je veux lancer ici un rappel à tous les amis du journal de Kisantu, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris leur adhésion et rempli leur bon de souscription pour l'année passée, de continuer à demeurer fidèles à cet organe de presse, à notre groupe, pour que nous améliorons davantage la qualité de nos prestations. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Michel Lassa, merci à Dorcas Lutumba, merci à Eglan Bila. C'est notre devoir dans les médias de rappeler que la COVID-19, ce n'est pas une légende, c'est une maladie. On compte aujourd'hui dans le monde 10 117 326 cas, dont 501 281 décès. C'est une pandémie qu'il faut prendre au sérieux et nous redemandons à la population de respecter les mesures édictées par les autorités. Dans quelques heures, restez branchés. L'interview que nous a accordé le docteur Mavuna, médecin-chef de zone de la zone de santé de Kisantu, sera en ligne en intégralité sur le site du journal de Kisantu. Cette émission sera également en ligne d'ici quelques heures, toujours sur www.journaldekisantu.com, et dans les jours qui viennent, elle sera diffusée sur la radio catholique de Kisantu. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous rappelons que vous pouvez nous réécouter en podcast sur Internet, mais aussi sur notre groupe de discussion www.journaldekisantu.com. C'est un groupe WhatsApp. Merci à tous. C'était Magloire Mpembioriko. À la fois prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci beaucoup Magloire pour cette émission. Merci, à la prochaine.